Seth Klarman is here. He is the legendary investor behind the Boston-based hedge fund, the Baupost Group. It is one of the world's most admired money managers. Seth Klarman, gérant de la firme d'investissement Baupost Group, est un investisseur qui a réalisé plus de 20% de retour sur investissement par an en bourse et en composé sur les 30 dernières années. Il a aussi été décrit dans le passé par Warren Buffett comme l'un des meilleurs investisseurs qu'il connaisse. Et il y a un mois de ça, Klarman a fait une interview sur CNBC, chose assez rare pour en parler, sachant qu'il est très discret et qu'il ne fait pas beaucoup d'interviews depuis 40 ans. Je l'ai donc écouté et je vous propose d'aborder ensemble les points que je retiens, que je trouve très pertinents et qui m'aideront clairement moi aussi dans ma propre progression en investissement. Alors Klarman, il est considéré comme un value investor, donc un investisseur dans la valeur. Cependant, comme il le dit souvent, et il le dit d'ailleurs dans l'interview, lui, il a beaucoup de mal à différencier l'investissement dans la valeur et l'investissement dans la croissance ou tout autre type d'investissement. En fait, pour lui, toute action ou toute entreprise a une valeur, qu'elle soit surévaluée ou sous-évaluée. Et ce qui est important, c'est de trouver justement les entreprises qui sont sous-évaluées par rapport à leur futur et d'investir dedans. Et c'est le travail d'un investisseur. C'est aussi quelque chose qui est très bien mentionné par Peter Lynch, par Warren Buffett, etc. On entend tout souvent parler de value investor, mais en fait, value investor, c'est juste une personne qui trouve une entreprise qui est moins chère par rapport à ses prévisions dans le futur. Et d'ailleurs, dans l'interview, il donne même l'exemple de Warren Buffett qui, par le passé, a acheté les entreprises qui étaient clairement en croissance, mais vu qu'il les a achetées à un bon prix, entre guillemets, à un value investment, il les a achetés quand même, malgré que ce soit de la croissance. Bref, il a fait plus de 20% de performance en composé sur les 30 dernières années, ce qui est absolument énorme. C'est 2 fois plus que ce que peut faire le marché avec les dividendes réinvestis. Et ensuite, il a aussi écrit un livre très connu qui est Margin of Safety. Alors, il est plus disponible à la vente, il n'a pas été republié. Cependant, vous en trouverez des résumés sur YouTube assez facilement. Et je dirais aussi que j'aime beaucoup écouter d'autres investisseurs, même si j'en parle pas souvent sur la chaîne, parce que bon, répéter ce que les gens ont dit, c'est pas forcément pertinent. Mais celle-là précisément, j'en ai parlé déjà parce qu'elle est rare, et aussi tout simplement parce qu'il y a 2-3 points qu'il a mentionnés que je trouve très pertinents, et ce sont des points que même moi j'ai déjà évoqués par le passé sur la chaîne YouTube. Et pour vous donner d'exemples de mes lectures en ce moment ou des investisseurs que je regarde, j'aime souvent revenir sur mes fondamentaux, regarder des interviews, etc. Et là, j'ai recommencé à lire One Up on Wall Street de Peter Lynch, qui est un bouquin excellent que je peux que vous recommander. Il est rapide à lire, 2-3 heures en plus, et c'est clairement une pépite, et d'ailleurs c'est pas étonnant vu comme Peter Lynch est connu. On va maintenant écouter ensemble et discuter certains passages de l'interview que je retiens, mais juste avant ça je voulais faire une petite aparté, et vous avez le sommaire en description pour passer directement à l'interview. Juste pour l'info, j'ai changé le nom de domaine du site internet car j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'hébergeur actuel, j'étais pas du tout content du service, et donc j'ai fait d'une pierre deux coups, ce qui veut dire ça aura très peu d'impact pour vous tous. Juste je vais faire un email pour en informer les personnes inscrites à la newsletter évidemment, puisque l'email va changer. Pour les participants du programme sur la bourse et les finances personnelles, vous allez aussi recevoir un email avec les nouveaux accès. Alors les accès restent les mêmes, mais le nouveau domaine. Pareil, l'ancienne adresse email reste active si vous voulez me contacter, et tous les liens sont aussi redirigés. Donc ça devrait être totalement transparent pour vous. Et une des raisons aussi pour laquelle je le fais, c'est que je développe mon business aussi d'une façon plus généraliste. On a YouTube, il y a ce que vous voyez, mais à côté de ça, j'ai passé mon diplôme de conseiller en investissement financier. Peut-être qu'un jour je l'utiliserai, pas forcément sur YouTube, ça peut être des autres choses à côté. Donc voilà, j'ai aussi pris un domaine plus généraliste. Donc tout d'abord dans l'interview, il y a un passage sur les fonds indiciels et les ETF que fait Klarman. Je vais vous montrer l'extrait en vidéo et ensuite je vous donne mes commentaires dessus. I think for the average person out there who isn't terribly sophisticated and is able to take a long-term view, I don't see anything wrong with index funds. But I think one of the critical things about the long-term return from investing is that it depends on the entry price. So if you enter when the market's very expensive at a high valuation, you may be disappointed because you might match the index, but the index may not do very well from there. So the other thing is you don't want to go into index funds, experience a bad market, and then bail out. That's what investors tend to do. Right. They get in at the wrong time and they get out at the wrong time. And so investors who go into index funds should go in with the idea that they're going to stay through thick and thin. Donc globalement, il n'a rien contre les ETF, c'est un outil excellent pour avoir la performance du marché, non pas faire mieux, mais faire ce qu'a fait le marché. Et il faut savoir aussi que c'est mentionné dans son interview parce que Warren Buffett en parle tout le temps et il dit que beaucoup d'investisseurs devraient se contenter de mettre de l'argent dans des ETF. D'ailleurs, sachez que je l'utilise aussi à titre personnel. Comme vous le savez, j'ai une partie de mon patrimoine sur les ETF, sur lequel je mets de l'argent tous les mois en DCA.
Par contre, comme vous l'avez écouté dans la vidéo, Klarman, il met clairement un gros mais là-dessus. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs n'obtiennent pas la performance du marché et que beaucoup sous-performent même le marché alors qu'ils achètent des ETF qui répliquent le marché. Et tout simplement, c'est parce qu'ils vont rentrer sur des points ou sortir sur des points, acheter, revendre, ils vont suivre leurs émotions, faire du trading. Et au final, ils n'utilisent pas les ETF et les indices de la façon dont on devrait les utiliser, c'est-à-dire les acheter et les conserver sur le long terme pour justement faire la performance du marché. Donc au final, ce que je dirais, ce que je retiens sur tout ce passage, c'est que si on fait des ETF, eh bien, on fait du DCA dessus, on achète tous les mois quoi qu'il arrive, ou on achète en une fois un gros morceau et puis on le laisse courir, mais on évite de faire du trading parce que sinon, à acheter les ETF et les indices, ça perd tout son intérêt. Au final, il faut éviter d'acheter quand ça monte et de vendre quand ça a baissé, mais plutôt essayer de lisser ses émotions pour obtenir la performance du marché. Je sais que c'est plus facilement dit que fait, cependant ça reste quand même une stratégie de base qui est extrêmement puissante. On passe maintenant au deuxième passage et là on va parler en fait des avantages compétitifs. Je vais d'abord vous mettre le passage encore une fois et ensuite on en parle. So I do think there are opportunities, but people should ask themselves, what are my interests? What kind of edge might I have? If you're from a different country, maybe you have great contacts in that country. Maybe you know a lot about the business culture in that country. And so my advice would be to go where you're naturally inclined and go where you think there may be interesting opportunities. Donc pour Klarman, une bonne idée en investissement, ce serait d'utiliser entre guillemets ces edges, donc ces avantages compétitifs. En gros, les connaissances qu'on a, les particularités qu'on a, dans quel métier on travaille. Est-ce qu'on comprend mieux un business que quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on voit des choses arriver avant les autres de par sa formation ou de par ses connaissances? Et c'est ce qui m'a fait le plus réagir d'ailleurs dans cette interview et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que c'est un message que j'évoque aussi souvent sur la chaîne. Le plus je suis dans le marché et le plus je prends d'expérience en le partageant aussi sur YouTube. Et en fait, je me rends compte que mes investissements qui fonctionnent le mieux, ça a été dans des choses que je comprenais vraiment, dans lesquelles j'avais le plus d'avantages, ou en tout cas dans lesquelles je voyais le mieux les choses venir, dans lesquelles je comprenais mieux les choses. On pensera à l'immobilier, aux actions dans l'industrie, dans la technologie. J'ai une formation d'ingénieur industriel et j'ai travaillé dans l'industrie, etc. Et la technologie, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Et à l'inverse, j'ai un petit peu plus de mal sur les commodities, sur les consumer staples, la santé. Donc voilà, sur tout ce qui va être le pétrole, les objets du quotidien, les biens de consommation générale, la santé, etc. Et donc, je dois de plus en plus me concentrer sur les secteurs que je comprends et j'utilise les ETF pour m'exposer aux autres secteurs que je comprends moins. Et dans l'interview, il invite les personnes à faire pareil. Et à ça, moi, je peux poser des questions du type pour se guider. Par exemple, vous travaillez dans un secteur particulier et peut-être que vous le comprenez mieux. Ou alors, est-ce que vous avez des informations ou une compréhension unique sur un secteur? Et ça, ce sont des choses que vous pouvez utiliser. Et Klarman le dit aussi, il pense que c'est une bonne idée que d'investir dans des choses que l'on comprend. Et d'ailleurs, dans l'interview complète que je vous invite aussi à écouter, à un moment, il dit qu'il n'arrive pas à donner une valeur au Bitcoin et donc il n'investit pas dans le Bitcoin. Tout simplement, il ne le comprend pas, donc ça ne l'intéresse pas d'investir dessus. Et ça nous ramène à l'idée que j'évoque aussi souvent sur la chaîne, qui est d'avoir des convictions, de comprendre les choses dans lesquelles on investit, parce que sinon, on va faire des erreurs, on va paniquer, on ne se souviendra pas pourquoi on l'aura acheté. Et s'il y a de la volatilité, clairement, on peut paniquer et faire des erreurs, vendre ou acheter quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment acheter. On va passer maintenant à deux derniers commentaires que je retiens, qui sont assez intéressants, et en fait, ils parlent de ce qui s'est passé depuis qu'il investit depuis 40 ans, et aussi sur les dernières années. Et tout d'abord, il dit que il y a eu des taux d'intérêt qui étaient très très bas, voire même négatifs, on l'a vu, et il y a eu beaucoup de liquidités injectées, et donc ça a fait ce qu'il appelle la everything bubble. En fait, il y a eu beaucoup de bulles pour lui sur certains secteurs, dans certains actifs, et c'est donc normal qu'aujourd'hui, on voit certains actifs, certains secteurs se dégonfler un petit peu. On pensera à l'immobilier avec la remontée des taux qui est clairement en train de souffrir. On a eu aussi un énorme massacre sur les obligations et les assurances vie. Ça, personne n'en parle, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont clairement perdu de l'argent sur ces produits financiers. Moi, j'en ai pas personnellement et j'aime pas trop parce que ça correspond pas forcément à mon profil et à mon âge, mais il y a eu des gros massacres dont on n'a pas du tout parlé, en tout cas pas dans les journaux médiatisés, parce que vaut mieux pas trop en parler, parce que si les gens en parlent de trop, clairement c'est pas bon, parce que beaucoup plus de personnes ont ce genre d'actifs alors qu'il y a beaucoup moins de personnes en bourse. Ensuite, il y a eu la hype sur les meme stocks, sur la crypto, etc. Et même si vous prenez encore il n'y a pas longtemps, le secteur de la finance se fait massacrer puisque les taux remontent et donc tout ce qui est les banquières, etc. souffrent en bourse. Et le dernier point qu'il a évoqué, je l'ai gardé pour la fin et je le trouve excellent. Il explique en fait qu'il a vu énormément de disruptions avec la technologie et de façon générale sur le marché et qu'il faut donc rester très affûté et prudent. Et là, je mets un commentaire personnel, sinon on prend des ETF, ils feront le tri des entreprises pour nous. Et c'est vrai, en fait, quand on y pense, lui, il a investi depuis 1982, et même sur les 10-20 dernières années, le nombre d'entreprises qui étaient là pour toujours et qui ont tout simplement disparu ou qui ont perdu énormément de parts de marché,
On peut penser à la distribution de l'informatique, les télécommunications, les médias, les téléphones, les imprimantes, les loueurs de DVD. Là, on pensera à Netflix qui était au départ ça et puis qui est passé vers la VOD, la livraison avec Uber, etc., les taxis, la photographie, bref. Il y a tellement de secteurs, on pourrait y passer une matinée ou une journée entière, mais en fait, il y a énormément de disruptions. Et clairement, si on repère des disruptions en avance sur les entreprises et des marchés porteurs, il y a des belles choses à faire. Et à l'inverse, il faut faire attention aussi à ne pas non plus avoir des entreprises qui se font disrupter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je trouvais ça extrêmement intéressant qu'il en parle parce que lui, comme Warren Buffett, sont souvent présentés comme des value investors. Et ça ne veut pas dire, même s'ils sont dit value investors, qui ne regardent pas les disruptions, les technologies, etc. On pensera d'ailleurs à Warren Buffett, qui même s'il est un value investor, a quand même en plus grosse position de son portefeuille Apple, qui est une entreprise qui est plutôt dans la technologie. Mais ça n'empêche que s'il la voit à un bon prix, eh bien il l'achète, surtout s'il estime que le prix sera plus élevé dans le futur par rapport à ses prévisions personnelles sur le business de l'entreprise. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir cette interview, vous la trouverez aussi facilement sur YouTube, parce que ses propos sont vraiment équilibrés. Vous voyez que c'est une personne réfléchie, qui expose son avis, qui n'est pas non plus dans la réaction, etc. Il n'est pas là pour faire le show, et dans tous les cas, sa performance passée ne ment pas, et donc je trouvais ça extrêmement pertinent d'en parler. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres investisseurs connus que vous pourriez me recommander, certaines interviews, etc. Je suis preneur de ce genre de contenu. Aussi, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse sur le long terme. C'est 100% gratuit et j'avais eu des retours positifs dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude et aussi passer sur Instagram. Je fais du contenu différent, des stories, des posts, etc. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.